J'ai refusé de vendre l'appartement que j'ai payé avec mon sang et mes larmes pour financer le divorce de ma sœur. Alors, mes propres parents m'ont traîné au tribunal. Ils vont le regretter amèrement. Mes parents m'ont attaqué en justice pour avoir refusé de vendre mon appartement pour payer le divorce de ma sœur. J'ai refusé de céder l'appartement que j'ai payé avec mon sang et mes larmes pour financer les erreurs de ma sœur. Alors, mes propres parents, ma propre chair, m'ont traîné devant un tribunal. Ils pensaient me briser, me forcer à plier. Mais ils ont sous-estimé ma détermination. Ils vont le regretter amèrement, car je leur ai donné une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Avant de plonger dans les détails de cette histoire incroyable mais vraie, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir à quel point notre communauté est internationale. Maintenant, installez-vous confortablement, car vous n'allez pas en croire vos oreilles. Tout a commencé par un simple appel téléphonique un mardi soir pluvieux de novembre. J'étais chez moi, dans mon petit T2 du quartier de la Croix-Rousse à Lyon. La pluie tambourinait contre les vitres du velu, un son que j'avais appris à aimer, le son de la sécurité, du confort. Dehors, le monde pouvait être chaotique, mais ici, entre ces quatre murs, j'étais la maîtresse de mon destin. Ce n'était pas le grand luxe, loin de là, mais c'était mon sanctuaire. Chaque objet, du canapé que j'avais monté moi-même au petit tableau acheté dans une brocante, avait une histoire. Chaque brique, chaque recoin de cet appartement représentait 5 années de ma vie. 5 années à travailler comme une forcenée dans un cabinet d'audit, à cumuler les heures supplémentaires jusqu'à minuit, à voir mes amis sortir pendant que je restais au bureau à vérifier des bilans comptables. 5 années à manger des pâtes au beurre 6 jours sur 7, à refuser toutes les invitations à des vacances, même un simple week-end à la campagne, parce que chaque euro économisé me rapprochait de mon but. J'avais manqué le mariage de ma cousine préférée parce que je ne pouvais pas me permettre le billet de train et le cadeau. J'avais porté le même manteau d'hiver pendant 4 ans. À 29 ans, j'étais enfin propriétaire. Pour moi, qui avais grandi en voyant mes parents jongler avec les dettes, les crédits à la consommation et les lettres de rappel des huissiers, ce sentiment de sécurité, cette indépendance financière, n'avait pas de prix. C'était ma revanche sur une enfance marquée par l'insécurité. Le téléphone a sonné, vibrant sur la table basse. C'était ma mère. Sa voix, d'habitude mielleuse et chantante, surtout quand elle voulait quelque chose, était étrangement froide, métallique. Juliette, il faut qu'on parle. C'est à propos de ta sœur. Mon estomac s'est noué. Chloé, ma petite sœur de 26 ans, était la princesse de la famille. Belle, charismatique, elle avait toujours tout obtenu sans effort, grâce à un sourire ravageur et une capacité innée à manipuler son entourage. Il y a 2 ans, elle avait décroché le gros lot en épousant Antoine, l'héritier d'un prestigieux domaine viticole près de Bordeaux. Un mariage somptueux dans un château, des robes de créateur, une vie de conte de fées. Pendant ce temps, je comptais mes centimes pour finir de rembourser mon prêt étudiant. Qu'est-ce qu'il y a? Elle va bien, ai-je demandé, une pointe d'inquiétude sincère dans la voix malgré notre relation compliquée. Elle va divorcer, a lâché ma mère, sans aucune émotion apparente. Le silence qui a suivi était lourd, pesant. Antoine a découvert qu'elle le trompait. Depuis des mois. Avec son meilleur ami et associé. J'ai fermé les yeux, pas vraiment surprise. Chloé avait toujours eu un rapport compliqué à la fidélité, considérant que les règles ne s'appliquaient pas à elle. La famille d'Antoine est furieuse. Ce sont des gens puissants, tu sais. Ils ont les meilleurs avocats de France. Ils veulent la détruire, Juliette. La laisser sans rien. Elle a besoin d'un ténor du barreau, quelqu'un qui puisse rivaliser avec eux à Paris. Je sentais venir le coup de massue, la demande inévitable. Et donc, ai-je dit prudemment, espérant contre tout espoir me tromper. Et donc, il faut de l'argent. Beaucoup d'argent. Les honoraires de l'avocat qu'on a trouvé s'élèvent à une somme que nous ne pouvons absolument pas payer. Elle a marqué une pause, laissant la tension monter, me laissant imaginer le pire. Puis la bombe est tombée, froide et précise. Il faut que tu vendes ton appartement. J'ai cru que j'avais mal entendu. Un rire nerveux, presque hystérique, m'a échappé.
Pardon? Tu plaisantes, j'espère. C'est une blague? Ce n'est pas le moment de plaisanter, Juliette, sa voix était devenue tranchante comme une lame de rasoir. Ta sœur risque de se retrouver à la rue. C'est ton devoir de l'aider. Mon devoir? Mon devoir était de sacrifier le fruit de 5 ans de sacrifice pour réparer les erreurs d'une adulte qui avait sciemment et délibérément trompé son mari? Non, ai-je répondu, ma voix tremblante de colère contenue. C'est hors de question. C'est ma maison. Ma sécurité. C'est tout ce que j'ai. La sécurité? Mais de quoi parles-tu? La famille est la seule sécurité qui vaille, a-t-elle crié, sa voix montant dans les aigus. Tu as toujours été égoïste, à ne penser qu'à tes chiffres et à ton petit confort. Pour une fois dans ta vie, pense à quelqu'un d'autre. Pense à ta sœur. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, des larmes de rage et d'injustice. C'est Chloé qui n'a pensé à personne en faisant ça. Ce sont ses choix, ce sont ses conséquences. Ce n'est pas une question, Juliette, a-t-elle sifflé avant de raccrocher brutalement. C'est ta responsabilité. Je suis restée là, le téléphone à la main, le cœur battant à tout rompre. Le silence de mon appartement me paraissait soudain assourdissant, menaçant. Il ne pouvait pas être sérieux. Il n'osait pas. Mais au fond de moi, une petite voix me disait que ce n'était que le début du cauchemar. Et effectivement, quelques jours plus tard, j'ai reçu un email m'ordonnant de me présenter à une réunion de famille d'urgence. Qu'est-ce qu'il préparait encore? Le dimanche suivant, j'ai fait les 3 heures de route de Lyon à Tours, un poids énorme dans la poitrine. Chaque kilomètre me rapprochait de ce que je savais être une embuscade. Le paysage défilait, mais je ne voyais rien, perdu dans mes pensées anxieuses. Je repensais à mon enfance, à la façon dont Chloé avait toujours été le soleil autour duquel toute la famille tournait, tandis que j'étais l'ombre discrète et studieuse. Ses caprices étaient des désirs, mes besoins étaient des contraintes. Une fois, pour ses 16 ans, mes parents s'étaient endettés pour lui offrir un scooter. Pour mes 18 ans, j'avais reçu un livre sur la comptabilité. Le message avait toujours été clair. En entrant dans la maison de mon enfance, l'atmosphère était encore plus glaciale que je ne l'avais imaginé. Mon père, ma mère et Chloé étaient assis dans le salon, les visages fermés. Mais ils n'étaient pas seuls. Ma tante Céline, la sœur de ma mère, et son mari, l'oncle Marc, étaient là aussi. Ils étaient la branche riche de la famille, et leur présence n'annonçait jamais rien de bon. C'était le comité de crise au complet. « Ah, te voilà enfin », a dit mon père sans même me regarder, le ton plein de reproches. « Assieds-toi. Nous devons discuter de la stratégie. » « Quelle stratégie ?» ai-je demandé, restant délibérément debout pour marquer ma distance. « La stratégie pour sauver l'avenir de Chloé, bien sûr, a déclaré ma mère comme si j'étais stupide. Nous avons trouvé le meilleur avocat de Paris spécialisé dans les divorces complexes, Maître Dubois. Ses honoraires de base sont de 100 000 euros. La somme a flotté dans l'air, obscène. 100 000 euros. Pour défendre l'indéfendable. Mon oncle Marc, qui aimait jouer le rôle du patriarche sage et réfléchi, a pris la parole. C'est une somme considérable, mais nécessaire. La fortune des Bordeaux se compte en dizaines de millions. Sans une défense adéquate, Chloé se retrouvera avec rien. Absolument rien. Le contrat de mariage est blindé. Chloé, qui n'avait pas dit un mot jusqu'à présent, a commencé à sangloter doucement, le visage caché dans ses mains. Un spectacle parfaitement orchestré pour susciter la pitié. Nous avons fait nos comptes, a continué mon père, sortant un carnet. Nous pouvons obtenir 30 000 euros en hypothéquant la maison. Et nous pouvons contribuer à hauteur de 25 000 euros, a ajouté ma tante Céline, non sans un soupir qui montrait bien l'ampleur de son sacrifice. Ce qui nous laisse, un manque de 45 000 euros, a conclu ma mère, en plantant enfin ses yeux dans les miens. Le piège se refermait. Ton appartement à Lyon, a-t-elle dit, sa voix faussement douce et mielleuse. Il est estimé à au moins 300 000 euros maintenant, n'est-ce pas? Le marché a bien grimpé. Je la regardais, dégoûtée par ce calcul froid et précis. Le plan est simple. Tu le vends. Tu nous donnes les 45 000 euros pour Chloé. Et avec les 250 000 restants,
tu auras un apport formidable pour acheter quelque chose de plus grand, de mieux. C'est un investissement intelligent, tu vois. Une opportunité. Une opportunité. Ils osaient appeler ça une opportunité. Ils voulaient me déraciner, détruire mon havre de paix, et ils me présentaient ça comme un service qu'ils me rendaient. Non, ai-je répété, ma voix plus ferme cette fois. Mon appartement n'est pas à vendre. Je ne sacrifierai pas mon avenir pour les erreurs de Chloé. La fureur a déformé le visage de mon père. L'avenir? Mais quel avenir? Un avenir seul dans ton petit appartement minable? La famille, c'est ça le véritable avenir. Et la famille, ça s'entraide. Où était cette famille quand je travaillais 60 heures par semaine pour économiser? Où était-elle quand je mangeais des nouilles instantanées pendant 2 ans pour payer les frais de notaire? Nous t'avons proposé notre aide, a crié ma mère, sur la défensive. Vous m'avez proposé d'être garant si j'achetais un appartement 3 fois plus cher dans le quartier chic où Chloé habitait avec Antoine, juste pour les apparences. Pour que vous puissiez vous vanter auprès de vos amis. L'image est importante dans ce monde, Juliette, a-t-elle reniflé. Ma sécurité financière est plus importante pour moi, ai-je rétorqué. Le ton est monté. Chloé pleurait de plus belle. Mon oncle et ma tante me regardaient avec mépris. J'étais l'égoïste, la sans-cœur, la calculatrice. J'étais celle qui brisait l'unité familiale. Épuisée, écœurée, j'ai pris mes clés. Cette conversation est terminée. Ma réponse est non, et elle le restera. Je suis partie en claquant la porte, leurs cris de colère résonnant dans mon dos. En reprenant la route vers Lyon, les larmes coulaient enfin. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage. Je savais qu'il n'allait pas en rester là. Le regard de ma mère contenait une promesse, une menace silencieuse. Mais je n'aurais jamais pu imaginer jusqu'où leur cruauté pouvait aller. Les semaines qui ont suivi ont été un véritable enfer psychologique. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. C'était ma mère, tantôt suppliante, tantôt menaçante. C'était mon père, me faisant la morale sur le devoir et l'honneur familial. C'était Chloé, m'envoyant des messages larmoyants sur la façon dont j'étais en train de ruiner sa vie. J'ai bloqué leurs numéros, mais ils ont commencé à utiliser les téléphones de voisins ou d'amis. C'était un harcèlement constant, une torture mentale conçue pour me faire craquer. Mais je tenais bon. Mon appartement était ma forteresse, et je ne la laisserais pas tomber. Puis, ils ont changé de tactique. Ils ont décidé de ne plus s'attaquer à ma conscience, mais à ma subsistance. Un lundi matin, mon chef, Monsieur Bernard, un homme habituellement calme et posé, m'a convoqué dans son bureau. Son visage était grave, ce qui n'était jamais bon signe. « Juliette, asseyez-vous. Je dois vous parler de quelque chose de délicat. » Mon cœur a commencé à battre plus vite. Nous avons reçu un appel. Un appel anonyme. Il a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. La personne au bout du fil prétendait être un ami de la famille, inquiet pour vous. Elle a affirmé que vous traversiez une période de grande instabilité émotionnelle. Que vous aviez de graves problèmes financiers, des dettes de jeu, et elle a insinué que vous pourriez être tenté de confondre les comptes de nos clients avec les vôtres. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. C'était un coup de poignard dans le dos, d'une violence inouïe. Je savais. Je savais instantanément d'où venait cet appel. C'était leur signature. C'était la manipulation, la cruauté poussée à son paroxysme. Ils ne pouvaient pas me forcer à vendre, alors ils allaient me faire perdre mon travail. Ils voulaient me priver de mes revenus, me mettre dans une situation si précaire que la vente de mon appartement deviendrait ma seule option de survie. C'était diabolique. Monsieur Bernard, c'est un mensonge absolu, ai-je bégayé, sentant la panique m'envahir. C'est une histoire de famille compliquée. Mes parents, ils me mettent la pression pour des raisons financières et comme je refuse de céder, ils... Juliette, m'a-t-il interrompu, son regard mélange de pitié et de professionnalisme. Je vous connais depuis 5 ans. Je connais la qualité de votre travail et votre intégrité. Je ne crois pas un mot de ces accusations. Cependant, une allégation de cette nature est extrêmement grave. Le règlement de l'entreprise m'oblige à lancer une vérification interne.
Vos accès aux comptes les plus sensibles seront temporairement suspendus. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Même si mon patron me croyait, le mal était fait. La suspicion planait. J'ai passé la semaine la plus humiliante de ma vie. J'ai dû fournir des relevés de comptes personnels, des déclarations d'impôts, tout ce qui pouvait prouver que je n'avais aucune dette de jeu, que ma situation financière était saine. Mes collègues me regardaient bizarrement, chuchotant dans mon dos. La confiance, si durement gagnée, était brisée. Finalement, l'audit interne m'a complètement blanchi, et M. Bernard s'est excusé pour la procédure. Mais la cicatrice était là. Ils avaient essayé de détruire ma réputation, ma carrière, tout ce que j'avais construit. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce n'était plus une simple dispute familiale. C'était une guerre. Et maintenant, je me tourne vers vous. Imaginez que votre propre famille, vos parents, essaient de vous faire licencier pour vous forcer à leur donner de l'argent. Comment réagiriez-vous? Quelle serait votre prochaine étape? Dites-le moi dans les commentaires, je suis vraiment curieuse de connaître votre avis. J'ai survécu à cette attaque, mais le répit a été de courte durée. Le choc de cette trahison était encore vif quand, une semaine plus tard, le facteur a sonné à ma porte. Il m'a tendu une lettre recommandée avec accusé de réception. Mon estomac s'est glacé en voyant l'expéditeur, un cabinet d'avocats de Tours. Qu'est-ce qu'ils avaient encore inventé? Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à ouvrir l'enveloppe. À l'intérieur, plusieurs pages de jargon juridique que j'ai dû lire 3 fois pour en comprendre le sens. C'était une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance. Mes parents. Mes propres parents me poursuivaient en justice. Le motif de l'action en justice était si absurde, si grotesque, que j'ai d'abord cru à une mauvaise blague. Ils m'attaquaient pour enrichissement sans cause et rupture d'un contrat familial implicite. Selon leur avocat, en m'ayant élevé, nourri, logé et éduqué pendant 18 ans, mes parents avaient contracté avec moi une sorte de dette de vie. Mon succès professionnel, qui me permettait aujourd'hui d'être propriétaire, était, selon eux, le fruit direct de leur investissement parental. Par conséquent, j'avais une obligation légale, morale et contractuelle de leur rembourser cet investissement en cas de besoin urgent de leur part. Et la situation de Chloé constituait, à leurs yeux, un cas de force majeure. Pour appuyer leur plainte, ils avaient joint une annexe. Une liste. Une liste détaillée et chiffrée de toutes les dépenses qu'ils avaient engagées pour moi de ma naissance à ma majorité. Il y avait tout. Le coût des couches, le prix de mon premier vélo, les frais de cantine du collège, les leçons de piano que j'avais détestées, même une estimation du coût de l'électricité que j'avais consommé dans ma chambre d'adolescente. C'était surréaliste. Ils avaient transformé mon enfance en une facture. J'ai laissé tomber les papiers sur la table et je me suis effondrée sur une chaise, la tête entre les mains. Ce n'était pas de la colère que je ressentais à ce moment-là, ni même de la tristesse. C'était un vide immense. Un sentiment de dégoût profond. L'amour de mes parents, que je croyais inconditionnel, avait donc un prix. Et aujourd'hui, ils me présentaient l'addition. J'ai immédiatement appelé Sophie, ma meilleure amie. Elle est arrivée 20 minutes plus tard avec une bouteille de vin et 2 verres. Elle a lu les documents, ses yeux s'écarquillant à chaque page. Mais, c'est une folie pure et simple, a-t-elle murmuré. Ils ne peuvent pas faire ça. Légalement, c'est impossible, n'est-ce pas? Apparemment, leur avocat pense que si, ai-je répondu, ma voix vide de toute émotion. Qu'est-ce que tu vas faire? Un éclair de lucidité a traversé mon désespoir. La peur a commencé à laisser place à une froide détermination. Ils avaient essayé la manipulation émotionnelle. Ils avaient essayé de détruire ma carrière. Maintenant, ils utilisaient l'arme de la justice pour me voler le fruit de mon travail. Très bien. S'ils voulaient la guerre, ils allaient la voir. Je vais me battre, ai-je dit, en relevant la tête. Je vais me battre avec tout ce que j'ai. Le lendemain, sur les conseils de mon patron, j'ai pris rendez-vous avec maître Isabelle Laurent, une avocate lyonnaise réputée pour être une véritable tigresse dans les affaires familiales complexes. Je suis entrée dans son bureau, le dossier de l'assignation à la main. Je lui ai raconté toute l'histoire, de l'appel initial à la tentative de me faire licencier, jusqu'à cette lettre.
Elle m'a écouté attentivement, sans m'interrompre, en prenant des notes. Quand j'ai eu fini, elle a pris les documents de l'assignation. Elle a lu la liste des dépenses parentales. Soudain, un son a éclaté dans le silence de son bureau. Elle riait. Pas un petit rire discret, mais un véritable éclat de rire, franc et sonore. Mademoiselle, a-t-elle dit en essuyant une larme au coin de son œil. Dans ma carrière, j'ai vu des choses insensées. Des divorces où les gens se battent pour la garde du poisson rouge. Des héritages où des frères et sœurs s'entretuent pour un service en porcelaine. Mais ça, c'est du grand article. C'est peut-être le dossier le plus ridicule que j'ai jamais vu. Son rire était contagieux. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Alors, vous pensez qu'on peut gagner, ai-je demandé, l'espoir renaissant. Maître Laurent a posé les papiers, son visage redevenant sérieux. Gagner ? Mademoiselle, nous n'allons pas seulement gagner. Nous allons les pulvériser. Et nous allons faire en sorte qu'ils paient pour cette humiliation. La phase de collecte des preuves a été invasive et pénible. Ils voulaient tout voir, tout savoir. Mais ils ne savaient pas que, pendant toutes ces années, j'avais gardé des traces de tout. Et j'avais des secrets bien gardés qui allaient bientôt éclater au grand jour. Que pensaient-ils découvrir ? Et qu'allaient-ils regretter d'avoir cherché ? La phase de « découverte », comme on l'appelle dans le jargon juridique, a été une véritable épreuve. L'avocat de mes parents a exigé l'accès à la totalité de mes archives financières des 10 dernières années. Chaque relevé de compte, chaque fiche de paie, chaque déclaration d'impôt. Il voulait la preuve irréfutable de la manière dont j'avais financé mon appartement, cherchant la moindre faille, le moindre euro qui aurait pu provenir d'un don familial pour justifier leur théorie de l'investissement parental. J'ai passé des nuits entières à scanner des documents, à classer des factures, à revivre chaque sacrifice. C'était humiliant. C'était comme si ma vie entière était disséquée, analysée par des étrangers qui cherchaient à me salir. Pendant ce temps, le divorce de Chloé suivait son cours. Sans l'avocat parisien à 100 000 €, elle avait dû se contenter d'un avocat commis d'office, complètement dépassé par la machine de guerre juridique de la famille de son mari. Le contrat de mariage a été appliqué à la lettre. Elle a pu récupérer ses effets personnels, ses sacs à main de luxe et ses chaussures, mais rien de plus. Pas de pension alimentaire, pas de part du patrimoine. Rien. Elle est retournée vivre chez mes parents, à Tours, la queue entre les jambes. La nouvelle de mon procès s'est répandue comme une traînée de poudre dans notre cercle familial et amical. Mes parents ont mené une véritable campagne de diffamation contre moi. À qui voulait l'entendre, ils racontaient l'histoire de leur fille ingrate et matérialiste qui préférait son tas de briques à sa propre sœur en détresse. Certains membres de la famille, des oncles, des tantes, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années, m'ont appelé pour me faire la morale. J'ai perdu le contact avec des amis de longue date de la famille, des gens qui m'avaient vu grandir et qui choisissaient de croire à leur version sans même chercher à entendre la mienne. La solitude était parfois pesante. Mais d'autres, heureusement, ont vu clair dans leur jeu. Un soir, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était ma grand-mère Hélène, la mère de ma mère, qui vivait dans une maison de retraite à Nice. Juliette, ma chérie, c'est mamie. J'ai entendu parler de cette absurdité. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Si, mamie. C'est vrai. J'ai entendu son long soupir à l'autre bout du fil. Ta mère, a-t-elle commencé, sa voix pleine de lassitude. Elle a toujours tout cédé à cette petite peste de Chloé. Elle l'a pourri gâté depuis sa naissance. Et maintenant, elle veut que ce soit toi qui paie l'addition de ses caprices. C'est une honte. C'est un peu ça, oui, ai-je répondu, la gorge nouée. Le simple fait d'entendre quelqu'un valider ce que je ressentais était un baume sur mes plaies. Eh bien, je veux que tu saches que je te soutiens à 100%. Et je vais appeler mon notaire dès demain matin. Ton père et ta mère ne toucheront pas un centime de mon héritage après ce qu'ils t'ont fait. C'est terminé. Cet appel a été une bouffée d'oxygène. Il m'a donné la force de continuer. De mon côté, avec Maître Laurent, nous préparions notre contre-attaque. Ils veulent vos relevés de compte ? Parfait, a-t-elle dit avec un sourire carnassier. Nous allons aussi demander les leurs.
Et c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Car si j'avais toujours été une fourmi, mes parents, eux, avaient toujours été des cigales. Leur relevé de compte montrait des dépenses somptuaires, des week-ends dans des hôtels de luxe qu'ils ne pouvaient pas se permettre, des achats compulsifs, des crédits à la consommation pour financer un train de vie au-dessus de leurs moyens. Et puis, nous avons trouvé la pépite. 2 virements. Un de 2 000 € il y a 3 ans, et un autre de 1 500 € il y a 18 mois. Provenant de mon compte. Libellé, prêt papa-maman. 2 prêts que je leur avais faits quand ils étaient dans le rouge, et qu'ils n'avaient, bien sûr, jamais remboursés. Voilà notre arme, a dit maître Laurent. Non seulement ils ne vous ont jamais rien donné depuis votre majorité, mais c'est vous qui les avez soutenus financièrement. Le jour du procès approchait. J'étais prête. J'avais la vérité de mon côté. Mais quelle mise en scène mes parents allaient-ils préparer pour le tribunal? Le jour du procès est arrivé, un matin gris de fin d'automne. En entrant dans le palais de justice de Tours, j'ai senti une boule de glace se former dans mon ventre. C'était donc là que ça allait se jouer. La fin de ma famille. Dans une salle d'audience froide et impersonnelle. Mes parents étaient déjà là, avec leur avocat. Ils avaient orchestré leur apparition avec un soin méticuleux. C'était une véritable performance théâtrale. Ma mère portait un tailleur bleu marine sobre et élégant, le visage marqué par une tristesse étudiée. Mon père, dans son plus beau costume, avait l'air d'un patriarche digne et accablé par le chagrin. Et Chloé? Chloé était assise un peu en retrait, vêtue de couleur pastel, les cheveux sagement attachés, le regard baissé. Elle était l'incarnation de la victime innocente, de la jeune fleur fragile brisée par la vie. C'était pathétique et brillant à la fois. Ils jouaient le rôle de leur vie devant le juge. Maître Laurent, à mes côtés, m'a murmuré, ne vous laissez pas impressionner. Ce n'est que du cinéma. Le procès a commencé. L'avocat de mes parents a pris la parole. Il a brossé un portrait idyllique de mon enfance, sortant des albums photos, des bulletins scolaires où j'avais de bonnes notes, des dessins que j'avais faits à la maternelle. Il a parlé de leur sacrifice infini, de leur amour inconditionnel, pour me donner la meilleure éducation possible. Il m'a dépeint comme le pur produit de leur dévouement. Puis, le ton a changé. Il m'a décrite comme une enfant devenue adulte, ingrate et froide, une calculatrice obsédée par l'argent, qui, au moment où sa famille avait le plus désespérément besoin d'elle, leur avait tourné le dos. Elle a choisi la pierre plutôt que les gens, a-t-il déclamé d'une voix vibrante d'émotion. Elle a choisi la cupidité plutôt que la gratitude. Plusieurs personnes dans le public, probablement des amis de mes parents venus pour les soutenir, hochaient la tête d'un air navré. J'avais l'impression d'être le monstre du film. Puis ce fut au tour de maître Laurent. Elle s'est levée, calme et posée. Elle n'a pas fait de grands discours. Elle a simplement présenté des faits. Des documents. Elle a montré mes contrats de prêt étudiant, prouvant que j'avais financé mes études supérieures moi-même. Elle a montré mes fiches de paie, mes relevés d'épargne, prouvant que chaque centime de l'apport pour mon appartement provenait de mon seul travail. Elle a démontré mon indépendance financière totale depuis le jour de mes 18 ans. Et puis, elle a sorti les 2 relevés de compte. Les siens. Et les miens. Votre honneur, a-t-elle dit d'une voix claire. Voici la preuve de 2 prêts, totalisant 3 500 €, que ma cliente a consentis à ses parents au cours des 3 dernières années. Des prêts jamais remboursés. La question n'est donc pas de savoir si ma cliente a une dette envers ses parents. La question est de savoir pourquoi les plaignants, qui doivent de l'argent à leur fille, osent aujourd'hui la poursuivre pour lui en réclamer davantage. Le visage de mes parents s'est décomposé. Ils ne s'attendaient pas à ça. Mais le moment le plus dramatique, le coup de théâtre, est venu lorsque Chloé a été appelée à la barre. Elle s'est avancée, chancelante, comme si elle allait s'évanouir. Elle a commencé son récit, la voix brisée par les sanglots. Elle a parlé de son mariage, vide et sans amour, de son mari Antoine qui ne la voyait que comme un trophée. Elle a décrit sa liaison comme une recherche désespérée de chaleur humaine. C'était un discours poignant, si on ne connaissait pas la vérité. Puis, elle a levé les yeux vers moi, des larmes de crocodile coulant sur ses joues. Et elle a porté le coup de grâce. Et c'est Juliette qui m'a poussé à le faire, a-t-elle sangloté.
Elle a toujours été jalouse de moi, de ma vie. Elle me disait qu'Antoine ne me méritait pas, que je devais trouver quelqu'un qui m'aime vraiment. Elle m'a encouragée. Un murmure a parcouru la salle. J'étais pétrifiée. C'était un mensonge. Un mensonge si monstrueux, si vil, que j'en avais le souffle coupé. Elle ne se contentait pas de jouer la victime, elle essayait de me faire passer pour l'instigatrice de sa propre destruction. Maître Laurent s'est levé lentement. Son regard était glacial. « C'est votre tour », m'a-t-elle murmuré. Le contre-interrogatoire allait commencer. Allait-elle réussir à démolir ce tissu de mensonges? Maître Laurent s'est approché de la barre des témoins, ses talons claquant sur le sol du tribunal. Le silence était total. Elle a regardé Chloé avec une sorte de pitié froide. « Mademoiselle », a-t-elle commencé d'une voix douce, presque compatissante. « Vous nous avez décrit un mariage malheureux. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de la façon dont votre mari vous a violé émotionnellement, pour reprendre vos termes ?» Chloé a reniflé. Il travaillait tout le temps. Il rentrait tard. Le week-end, il allait jouer au golf avec ses amis. Il ne voyait pas à quel point j'étais seule. « Je vois », a dit Maître Laurent. « Donc, votre mari travaillait dur pour maintenir votre train de vie luxueux, et il avait un passe-temps. A-t-il déjà été violent physiquement avec vous ? » « Non, pas physiquement », a admis Chloé à contre-cœur. « Vous a-t-il trompé ? » ?»« Pas que je sache. » « A-t-il négligé vos besoins financiers ? » ?»« Vous a-t-il empêché de dépenser de l'argent ? » Un petit sourire est apparu sur les lèvres de Chloé. « Non, au contraire. Je pouvais avoir tout ce que je voulais. » Maître Laurent a hoché la tête, comme si elle comprenait parfaitement. « Donc, pour résumer, votre mari travaillait beaucoup, jouait au golf, et vous couvrait de cadeaux et d'argent. Et c'est pour cela que vous avez eu une liaison de 8 mois avec son meilleur ami et associé ? » Le piège se refermait. La colère a remplacé les larmes sur le visage de Chloé. « Vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai sacrifié pour ce mariage. » « C'est une excellente question, » a rétorqué Maître Laurent, son ton devenant plus incisif. « Qu'avez-vous sacrifié, exactement, mademoiselle ? » Mon potentiel, a bégayé Chloé. « J'aurais pu être tellement de choses. » « Comme quoi, par exemple ? » « Quelle carrière envisagiez-vous ? » ?»« Je ne sais pas exactement, mais, plus qu'une simple femme au foyer décorative. » « Votre mari vous a-t-il forcé à arrêter de travailler ou de poursuivre des études ? » ?»« Non, mais... » « Avez-vous exprimé le désir de suivre une formation ou de lancer un projet professionnel pendant votre mariage ? » ?»« Ce n'est pas la question, » a-t-elle presque crié. « Au contraire, c'est exactement la question, » a insisté Maître Laurent. « Vous avez fait le choix de la dépendance financière, et aujourd'hui vous reprochez aux autres les conséquences de ce choix. » Puis, l'avocate a porté l'estocade. « Vous avez également affirmé, sous serment, que votre sœur Juliette, ici présente, vous a encouragé à avoir cette liaison. C'est bien cela ? » « Oui, » a affirmé Chloé avec force. « Votre sœur, Juliette, » a continué Maître Laurent en se tournant vers moi, puis de nouveau vers Chloé. « Celle qui, pendant que vous passiez vos vacances aux Maldives et achetiez des sacs à main à 5 000 €, travaillait 60 heures par semaine et mangeait des nouilles instantanées pour économiser de quoi acheter un petit appartement à Lyon. C'est bien cette sœur-là qui, rongée par la jalousie selon vous, vous aurait conseillé de risquer de perdre votre vie de luxe ? Est-ce que cela vous semble crédible, mademoiselle ? » Le visage de Chloé est devenu blême. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Aucun son n'est sorti. Le mensonge était trop gros, trop incohérent. Elle était prise à son propre piège. Elle a regardé notre mère, cherchant du secours, mais même le visage de ma mère était une grimace de défaite. La performance était terminée. Le rideau était tombé. Le juge a ajourné l'audience, annonçant qu'il rendrait sa décision dans une semaine. Une semaine. 7 jours à attendre, à tourner en rond, à me demander si la logique et la vérité allaient l'emporter sur le théâtre et la manipulation. En sortant du tribunal, j'ai croisé le regard de ma mère. Il n'y avait plus de tristesse feinte, seulement une haine pure et glaciale. J'avais gagné la bataille, mais je savais que la guerre n'était pas finie. Quelle serait leur prochaine vengeance ?
Et quel serait le verdict final qui allait sceller nos destins? La semaine d'attente a été la plus longue de ma vie. Chaque sonnerie de téléphone me faisait sursauter. Je dormais mal, ressassant chaque mot, chaque regard échangé au tribunal. Malgré la performance brillante de Maître Laurent, une partie de moi craignait encore l'imprévisible, une décision de justice qui, d'une manière ou d'une autre, validerait leur folie. Enfin, le jour du jugement est arrivé. Je suis retournée au tribunal, cette fois avec une boule d'appréhension plus petite, mais toujours présente. La salle était moins remplie. Le spectacle était terminé, il ne restait plus que l'épilogue. Mes parents et Chloé étaient là, assis droits, les visages impassibles, comme des statues de sel. Le juge est entré. Il s'est assis, a ajusté ses lunettes et a commencé à lire sa décision d'une voix ferme et sans appel. La Cour a examiné avec attention les arguments des deux parties, a-t-il commencé. La demande des plaignants repose sur une notion de contrat familial implicite et de dette de vie. La Cour estime que cette notion est non seulement sans aucun fondement juridique, mais qu'elle est également dangereuse. Mon cœur a fait un bond. Les parents ont une obligation légale et morale d'élever leurs enfants. Cet acte ne constitue en aucun cas un investissement financier donnant droit à un retour sur investissement futur. Accepter un tel précédent ouvrirait la porte à une multitude de litiges qui détruiraient le tissu même des relations familiales dans notre société. Le juge a levé les yeux de ses papiers et a regardé mes parents droit dans les yeux. De plus, la Cour est profondément troublée par la tentative des plaignants d'utiliser les mécanismes légaux pour contraindre ce qui devrait être un soutien familial volontaire. La défenderesse, mademoiselle Juliette, n'a absolument aucune obligation de financer la procédure de divorce de sa sœur, surtout lorsque ladite procédure découle directement de l'adultère avoué de cette dernière. Il a marqué une pause. En conséquence, la Cour rejette l'intégralité des demandes des plaignants. Le dossier est classé sans suite. J'ai fermé les yeux, un immense soulagement m'envahissant. J'ai senti la main de Maître Laurent se poser sur mon bras. Mais le juge n'avait pas terminé. De surcroît, considérant le caractère manifestement abusif et frivole de cette procédure, la Cour condamne les plaignants à payer l'intégralité des dépenses, ainsi que les frais d'avocat de la défenderesse. C'était une victoire totale. Complète. Non seulement j'avais gagné, mais ils devaient payer pour m'avoir traîné dans cette épreuve. Le marteau du juge a frappé le bois, scellant leur défaite. Leurs visages étaient des masques de fureur et d'incrédulité. À l'extérieur du tribunal, loin du regard du juge, leur rage a explosé. Ma mère s'est précipitée vers moi, le visage déformé par la haine. « Tu as détruit cette famille », m'a-t-elle sifflé, sa voix venimeuse. « J'espère que tu es heureuse, seule dans ton stupide appartement. J'espère qu'il te tiendra chaud la nuit, parce que tu as perdu tout ce qui t'aimait. Les seules personnes que j'ai perdues sont celles qui ne me voyaient que comme un portefeuille, ai-je répondu calmement, ma voix étonnamment stable. Ne reviens pas pleurer quand tu auras besoin de nous, a ajouté mon père, le visage rouge de colère. Je n'ai jamais pu compter sur vous de toute façon, ai-je rétorqué. Ils sont partis, entraînant avec eux une Chloé qui n'a même pas daigné me regarder. Je suis restée seule sur les marches du palais de justice, me sentant vide, mais pour la première fois depuis des mois, véritablement libre. Je pensais que c'était la fin. Je pensais que, la justice ayant parlé, il me laisserait enfin tranquille. J'avais tort. La défaite n'avait fait qu'attiser leur désir de vengeance. Quelques jours plus tard, alors que je savourais ma nouvelle tranquillité, j'ai reçu un appel. C'était ma grand-mère Hélène. Sa voix était inhabituellement grave. « Juliette, ma chérie. Je suis fière de toi. Mais je dois te prévenir. Ta mère est hors d'elle. Elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien avoir dit de pire que tout ce qui avait déjà été dit? Elle a dit, a continué ma grand-mère, la voix tremblante, elle a dit, puisque la justice des hommes ne nous aide pas, on va s'en remettre à une autre forme de justice. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Juliette, mais ça ne me plaît pas du tout. Faites attention à toi. Cette conversation m'a laissé avec un sentiment de malaise. Mais j'étais tellement épuisée par les derniers mois que j'ai essayé de ne pas y penser. Les conséquences du procès ne se sont pas fait attendre pour eux. La condamnation à payer mes frais d'avocat, ajoutés aux leurs, a creusé un trou béant dans leurs finances déjà précaires.
Pour couvrir ces dettes, ils ont dû contracter des prêts à des taux usuraires auprès d'organismes de crédit peu scrupuleux. C'était le début de la fin. La nouvelle de leur défaite judiciaire et des raisons du procès s'est répandue. L'histoire de la liste des dépenses et de la tentative de me faire licencier a fait le tour de la famille et des amis. Leur campagne de diffamation s'est retournée contre eux. Au lieu de la sympathie, ils ont récolté le mépris et la distance. Des portes se sont fermées. Chloé, sans le soutien financier d'Antoine ni la perspective d'un héritage de ma grand-mère, s'est retrouvée face à une réalité pour laquelle elle n'était absolument pas préparée. Elle n'avait jamais vraiment travaillé, n'avait aucune compétence particulière. Elle a trouvé un poste de vendeuse dans une boutique de luxe, mais a démissionné au bout de 3 semaines, se plaignant que plier des vêtements était indigne d'elle. Elle a commencé à fréquenter des hommes plus âgés, espérant trouver un nouveau mécène, mais sans succès durable. Puis, 6 mois après le procès, j'ai reçu un appel de ma tante Céline. Sa voix était pleine d'une urgence paniquée. « Juliette, il faut que tu nous aides. Tes parents, ils vont perdre la maison. » J'ai senti une pointe de satisfaction cruelle, que j'ai immédiatement réprimée. « C'est le résultat de leur choix, tante Céline », ai-je répondu froidement. « Je sais, et j'ai eu tort de les soutenir. J'ai été aveugle. Mais là, c'est sérieux. Les créanciers les harcèlent. La banque a entamé une procédure de saisie. Et que veux-tu que je fasse, ai-je demandé. Un petit quelque chose, pour les aider à passer ce cap, tu as gagné, Juliette. Tu n'as pas besoin de les laisser couler. As-tu oublié qu'ils ont essayé de me faire couler, moi? As-tu oublié qu'ils ont essayé de me faire perdre mon travail et de me voler ma maison? Elle n'a rien trouvé à répondre. 4 mois plus tard, la saisie a eu lieu. Ils ont perdu la maison de mon enfance, celle où tous mes souvenirs, bons et mauvais, avaient été créés. Ils ont dû emménager dans un petit appartement en location dans un quartier malfamé de Tours. L'humiliation a été terrible pour mon père. Son orgueil, déjà mis à mal, a été anéanti. Il a commencé à boire de plus en plus, a perdu son emploi dans une compagnie d'assurance et est entré dans une spirale dépressive dont il n'est jamais vraiment sorti. Et puis, un soir, le téléphone a sonné. C'était ma mère. Sa voix n'était plus agressive, seulement brisée. « Juliette, c'est maman. Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé, sans aucune chaleur. « Nous allons être à la rue. Chloé, elle est enceinte. » Le coup de grâce. De qui, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. De cet homme marié qu'elle voyait. Il l'a quitté dès qu'il a appris la nouvelle. Un silence. Puis, le chantage affectif final. S'il te plaît, Juliette. Ne fais pas ça pour nous. Fais-le pour ton neveu. Ou ta nièce. Un enfant innocent ne devrait pas payer pour les erreurs des adultes. J'ai fermé les yeux, et j'ai vu leur visage au tribunal. J'ai revu la liste des dépenses. J'ai repensé à l'appel anonyme à mon patron. Non, ai-je dit, ma voix calme mais définitive. Cet enfant a des parents. Il a une mère, Chloé. Il a des grands-parents. C'est votre responsabilité. Pas la mienne. Vous m'avez appris à ne compter que sur moi-même. C'est une leçon que je n'oublierai jamais. Maintenant, laissez-moi vivre ma vie. Et j'ai raccroché. Était-ce la bonne décision? Aurais-je dû penser à cet enfant innocent? 3 ans ont passé depuis ce dernier appel téléphonique. 3 années de silence. 3 années de paix. Ma vie a pris une trajectoire que je n'aurais jamais osé imaginer. Au travail, libérée du stress et du drame familial, j'ai excellé. J'ai été promue directrice financière du cabinet d'audit. Mon petit T2, celui qu'il voulait me faire vendre, a presque doublé de valeur sur le marché immobilier lyonnais. Il n'est plus seulement un toit, il est le symbole de ma résilience, le fondement de ma sécurité. Ma grand-mère Hélène nous a quittés il y a 1 an. Elle a tenu sa promesse. Son testament était clair, ses économies et sa petite maison à Nice me revenaient entièrement. Dans une lettre qu'elle m'avait laissée, elle écrivait « Tu as été la seule à leur tenir tête, la seule à refuser leur tyrannie. Je suis si fière de ta force. Utilise cet argent pour construire une vie que personne ne pourra jamais te menacer de détruire. »
avec une partie de cet héritage, j'ai acheté un deuxième appartement que j'ai mis en location, consolidant encore davantage mon indépendance financière. Une indépendance que le chaos de mes parents m'a appris à chérir plus que tout. Parfois, par des connaissances communes, j'ai des nouvelles de l'autre côté. Les nouvelles ne sont jamais bonnes. Mon père, rongé par l'alcool et la dépression, a de graves problèmes de santé. Ma mère, à presque 70 ans, travaille comme caissière dans un supermarché pour joindre les deux bouts. Et Chloé, elle élève seule sa fille, qu'elle a prénommée Désirée. Elle vit avec mes parents dans leur petit appartement HLM, passant d'un petit boulot à l'autre, toujours à la recherche de l'homme providentiel qui la sauvera d'elle-même. Je ne ressens aucune joie de leur malheur. Honnêtement. Seulement une profonde et triste pitié. Je pense parfois à ma nièce, Désirée. J'ai vu des photos d'elle sur les réseaux sociaux. C'est une magnifique petite fille au sourire éclatant. Elle mérite tellement mieux que le chaos et l'instabilité dans lesquels elle est née. Mon amie Sophie pense que je devrais tendre la main, au moins pour l'enfant. Elle n'a rien demandé, Juliette. Ce n'est pas sa faute. C'est une question avec laquelle je me débat parfois, dans les moments de solitude. Ai-je le droit de la priver d'une tante qui pourrait lui offrir une certaine stabilité, un modèle différent? Mais à chaque fois que je vacille, je me souviens de ce jour au tribunal. Je me souviens de leur visage coordonné pour manipuler un juge. Je me souviens du mensonge monstrueux de Chloé à la barre. Je me souviens de l'appel anonyme à mon patron. Certaines limites, une fois franchies, ne peuvent être effacées. Certaines trahisons sont trop fondamentales pour être pardonnées, surtout en l'absence du moindre remords, de la moindre excuse. Mon appartement, qui vaut aujourd'hui une petite fortune, représente bien plus que de l'argent. Il représente mon émancipation d'un système familial toxique qui confondait amour et obligation, soutien et exploitation. Il est la preuve que dire « non » n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de survie. Est-ce que je referais les mêmes choix aujourd'hui? Absolument. Sans une once d'hésitation. Parce que l'alternative était de les laisser m'entraîner dans leur chute, de sacrifier mon avenir pour retarder l'inévitable conséquence de leurs actes. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de la loyauté. C'était de la complicité dans la destruction. Finalement, je n'ai pas perdu une famille. Je me suis échappé d'une famille qui était déterminée à me noyer avec elle. Et cet appartement, ce n'est plus seulement ma maison. C'est ma déclaration d'indépendance. C'est la leçon la plus chère et la plus précieuse de ma vie. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour les gens est de les laisser faire face aux pleines conséquences de leurs choix. Et parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour soi-même est de refuser d'être leur filet de sécurité. Mon histoire est un témoignage de cela. Et vous? Avez-vous déjà dû faire un choix difficile pour vous protéger, même de vos proches? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un like si cette histoire vous a touché, et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous.